Le journal de 7 heures sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment trouver une majorité sur un texte sans alliés dans l'opposition? C'est déjà une question épineuse pour le projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Rajoutez-y une motion de rejet qui pourrait renvoyer sans débat le texte au Sénat et vous obtenez une journée de tous les dangers pour l'homme qui porte ce projet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Arthur Delaborde. Oui, le ministre de l'Intérieur joue une partie de sa crédibilité et donc de son avenir politique à court terme sur ce texte. Voilà maintenant plus d'un an qu'il le porte à bout de bras, subissant de multiples reports et contretemps. Avec ce projet de loi, Gérald Darmanin espère s'imposer comme un homme d'État qui sait fabriquer du consensus sur le sujet très clivant de l'immigration. Un succès pourrait lui permettre de franchir une marche importante vers la prochaine présidentielle. Or, depuis qu'il a affiché ouvertement ses ambitions pour l'Élysée cet été, beaucoup de ses rivaux au sein de la Macronie rêvent de le voir trébucher, à commencer par Elisabeth Borne qui craint que le locataire de Beauvau ne s'installe un jour dans son fauteuil à Matignon. La première ministre répète qu'elle ne veut pas d'un 49-3 pour faire passer le texte et qu'elle préfère même prendre le risque d'un échec. Gérald Darmanin aimerait également se passer de l'arme constitutionnelle pour démontrer sa capacité à arracher une majorité. Mais en cas de blocage, sans surprise, c'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot. Arthur Delaborde pour Europe 1. Emmanuel Macron, justement, qui est attendu à Toulouse dans l'après-midi pour faire le point sur France 2030, ce plan d'investissement industriel à hauteur de 54 milliards d'euros lancé il y a 2 ans. Près de la moitié ont déjà été dépensés pour 3200 projets. Illustration avec un robot agriculteur dans le journal de 8 heures. Les images de vidéosurveillance semblent mettre hors de cause les policiers. L'enquête démarre sur la mort de 2 adolescents à scooter. C'était ce week-end à Chelles, en Seine-et-Marne. Ils avaient grillé un feu rouge avant de commettre un refus d'obtempérer pour finalement s'encastrer dans une voiture en prenant la fuite. Les explications hier soir du procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. Une première vidéo a pu être exploitée, je l'ai personnellement visionnée. Ce visionnage ne révèle pas le fait qu'il y ait eu un choc entre le véhicule de la BAC et le scooter qui aurait provoqué la chute. C'est vraiment, quand on regarde cette vidéo, l'idée qu'on peut s'en faire, encore une fois, c'est l'accumulation de 3 facteurs, l'état de la route mouillée, la vitesse et la tardivité du freinage. Il y aura des investigations complémentaires, notamment audition de témoins, vérification sur les véhicules, exploitation de la vidéo de la ville de Chelles, travail d'analyse sur la qualité des vidéos pour améliorer la compréhension qu'on peut en voir en travaillant sur des ralentis et des grossissements, et on verra si cette première perception se confirme ou pas. Jean-Baptiste Bladier, procureur de Meaux, au micro Europe 1 de Martin Lange. Et puis Europe 1 vous le révèle ce matin, c'est une menace élevée qui gangrène le pays méconnu, mais qui brasse des milliards d'euros, le trafic de déchets. Que s'est appareillé le grand banditisme dans lequel aussi auraient trempé des élus. L'ancien maire socialiste de Fleury-Mérogis en banlieue parisienne a même été mis en examen la semaine dernière. On parle là de tonnes et de tonnes de déchets agricoles et issus du BTP qui sont à la base d'un système de blanchiment d'argent monumental, William Molinier. Les revenus annuels générés par le trafic de déchets avoisinent les 12 milliards d'euros, soit le même montant que le trafic de cannabis au sein de l'Union européenne. Les criminels récupèrent les déchets issus du BTP ou des terres excavées et facturent aux grands groupes de construction le prix coûteux du recyclage. Mais ils déversent illégalement dans des champs agricoles ces milliers de tonnes de terres polluées. Les propriétaires terriens récalcitrants sont menacés, intimidés, parfois même éliminés. Un juteux business et un risque pénal faible. 2 ans de prison, 7 ans si le délit a été commis en bande organisée. Dans une note de la police judiciaire qu'Europe 1 s'est procurée, les enquêteurs pointent l'infiltration du grand banditisme traditionnel sur ce marché, dont le clan Ornec, du nom de cette famille de gitans sédentarisés qui s'est fait une place au sommet de la pègre parisienne depuis le début des années 90. Les chantiers du Grand Paris et des Jeux Olympiques ont multiplié les marchés de déconstruction et haussé, écrivent les analystes, le volume de déchets à retraiter. Les régions impactées sont l'Île-de-France, la Corse et le Sud-Est. L'enquête Europe 1 signée William Molinier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. C'est fini, rendez-vous maintenant. Benyamin Netanyahou s'est adressé directement aux terroristes du Hamas. Dans un communiqué hier soir, le Premier ministre israélien qui maintient la pression dans ses déclarations, son armée, elle, l'accentue dans la bande de Gaza. Ariane Ménage, les combats intenses se poursuivent, notamment au sud de l'enclave palestinienne où des centaines de milliers de Gazaouis sont déplacés depuis le début de la guerre.
L'armée israélienne concentre son offensive sur Khan Younes, grande ville du sud de Gaza, à nouveau théâtre de frappes aériennes ce week-end, de violents combats dans les rues. Les chars de l'armée israélienne ont désormais atteint le centre-ville. Les habitants de ces quartiers avaient reçu l'ordre d'évacuer, contraints de fuir vers une zone de plus en plus étroite le long de la côte. Et puis des combats se poursuivent aussi au nord, à Gazaville et ses environs, Jabalia et Shejaya. Après 2 mois de guerre, Benjamin Netanyahou assure aussi que des terroristes du Hamas se rendent, dit-il, par dizaines ces derniers jours, déposent les armes. Le mouvement nie catégoriquement, affirme de son côté que les otages ne pourront pas être sauvés par une action militaire. Ils ne sortiront pas vivants sans négociation, menace-t-il. Des négociations qui semblent au point mort depuis la reprise des combats le 1er décembre, même si le Qatar indique poursuivre ses efforts diplomatiques. La correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage, tandis que ce matin, l'armée israélienne donne un nouveau bilan de ses pertes à Gaza. Plus de 100 soldats de Tsahal tués depuis le début de l'opération. La guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky en chemin pour Washington. Le président ukrainien invité par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche, ce sera mardi. Il y rencontrera aussi le chef républicain de la Chambre des représentants. Objectif, débloquer une nouvelle enveloppe d'aide américaine pour Kiev, récemment rejetée par le Congrès. Les sports et les handballeuses françaises qualifiées pour les quarts de finale du mondial. Grâce à leur exploit hier soir, leur victoire contre les championnes du monde en titre norvégiennes arrachée en toute fin de match 24-23, quart de finale demain soir contre la République tchèque. Et puis Dimitri, petite devinette sur un héros à redécouvrir. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. Si vous l'avez pas, je vous aide un petit peu, c'est Winnie l'ourson. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le nouveau générique. Ah oui, bah rien C'est à le voir. nouveau, Ah, voilà, ouais, c'est pas le classique. Winnie l'ourson que si vous pensez à connaître parfaitement, c'était sans compter sur l'anthologie de Winnie the Pooh qui sort aux éditions Glénat. Et Sébastien Bordenave, elle nous dévoile tout des origines du célèbre ourson de Disney. Oui, c'est vrai que les couleurs chaudes de Winnie the Pooh, sa bonne tête ronde, son sourire bonhomme, ses amis, le sautillant Tigrou et le neurasthénique et néanmoins sympathique Bourriquet, ont très vite fait de vous envelopper dans une douce ambiance. La magie de Disney, sans doute. Mais ça serait oublier que Winnie et ses amis ont d'abord été publiés sous la forme de strips, comprenez de mini-histoires en 4 cases dans le London Evening News, un 24 décembre 1925. Son créateur, Alan Alexander Mine, s'est inspiré de l'amour que son propre fils a eu pour une vraie oursonne qu'ils allaient voir ensemble aux zoos de Londres. L'animal avait été sauvé des mains d'un trappeur canadien par un vétérinaire dans la ville de Winnipeg, d'où le nom. Aujourd'hui, la magie de Winnie opère toujours. Par exemple, dans cette anthologie, Winnie l'ourson confie à Bourriquet « Chaque nuit, je fais le même rêve, une porte où un mot est inscrit. Je la pousse, cette porte, mais elle ne s'ouvre pas. » Bourriquet dit « Alors c'est quoi le mot qui est marqué sur cette porte ?» C'est « tirer ». Voilà, en tout cas ça fait plaisir de retrouver Winnie. Oh oui, j'ai le ventre qui gargouille. Oui. Il est temps de manger. Oui, faisons ça. Surtout à 7h09, c'est l'heure du petit déjeuner. Et du miel. Et oui. Du miel, Winnie l'ourson. Et oui, c'est ce que les tigres font de mieux aussi, disait-il. Il n'en a pas parlé de Tigrou, mais enfin c'était aussi dans la bande. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journée.